Un. Hey, salut tout le monde! Bienvenue dans ce nouveau live. Salut Eric, salut JC, ça va? Salut, ça va bien toi? Yes, yes, ça roule, ça roule. Hey, juste avant de commencer, peut-être juste faire un petit test justement avec les personnes qui nous regardent. Salut à la maison. Si vous pouvez juste nous écrire pour nous dire si tout fonctionne bien pour l'audio. Et bon, on s'excuse pour les commentaires qu'on a eus. C'est un truc un peu weird, là. C'est la première fois. D'habitude, on avait des messages de chamans qui nous disaient d'appeler en Côte d'Ivoire. C'était pas super, mais là, il y a eu une couple de liens qui ont passé aussi. Là, donc, bien évidemment, cliquez pas sur ces liens-là. Le live, c'est ici que ça se passe. C'est pas sur un autre lien. Donc, je vais essayer de faire le ménage au fur et à mesure des commentaires. Là, mais bon, on a eu une bonne dose de. Puis ça a même, ce qui est drôle, parce que justement, j'en parlais avec. On en parlait ensemble, mais tu sais, ça a même commencé avant qu'on arrive sur le live. Là, Ouais. donc voilà, donc je vais jeter un petit coup d'œil là-dessus. Puis bon, les commentaires, ça nous dit que tout fonctionne bien. Excellent. Donc c'est parti. On a encore un beau programme, je pense, qui nous attend aujourd'hui. Ça fait quoi, un mois, presque 2 mois qu'on ne s'est pas vu. On s'était vu dans le temps des fêtes. Comment ça va, vous autres, depuis ce temps-là? Vous profitez bien de l'hiver? Point qui va en premier. Battez-vous. Ah, mais ça va bien pour vrai. En tout cas, ici, là, la neige a repris enfin. C'est vraiment l'hiver. On touche plus au fond, enfin. La banquise a repris un peu. Instable encore. Là, c'est comme on peut se lever un matin puis il y a 2 kilomètres de banquise, comme on se lève le lendemain matin puis il n'y a plus rien du tout. Mais non, c'est cool. Pour vrai, l'hiver a bien repris. Puis les animaux sont présents. Fait que non, c'est vraiment cool. Ouais, même chose ici aussi. Là, en 24 heures, des fois, la banquise, ça peut changer drastiquement. Mais sinon, au moins, il y a plus de neige en forêt. Puis ça ressemble plus à l'hiver. Là, on a des températures qui ressemblent plus à la normale. Puis ça fait presque du bien. Ben ouais. Ouais, c'est pour dire qu'on a eu, c'est drôle parce qu'on a un hiver qui est super quand même clément, il fait pas super froid, on n'a pas eu beaucoup de neige, donc c'est bon pour, c'est agréable parce qu'il n'y a pas de trop gros froid, mais pour la photo, c'est un peu plus compliqué quand même. Là. On aime ça avoir de la neige fraîche et photographier sous la neige. Hein. Je pense que les trois, on s'accorde bien là-dessus. Yes, fait que on va commencer ça avec notre coup de cœur, nos coups de cœur. Donc, pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois, donc on va vous présenter 2 photographies coup de cœur qu'on a fait en fait dans les dernières semaines. Là, on n'avait pas spécifié depuis la dernière rencontre, mais je pense qu'on a toutes des photos qui sont là depuis qu'on a fait depuis la dernière rencontre. Donc, sans plus tarder, ça devrait fonctionner encore. On devrait voir une magnifique photographie d'Éric. Je ne sais pas si tu la vois, mais en tout cas, c'est la photo de ton mésanger. Oui. Excusez, de ton mésanger. Je te laisse expliquer pourquoi c'est ton coup de cœur, puis un peu ce qui entoure la photo. Oui. Ben, tu sais, en premier lieu, moi, tous les oiseaux qui résistent à l'hiver, ici, me font triper. Là. Je me dis, comment c'est possible? Ils sont tellement petits, ils pèsent tellement rien, comparativement à nous, qui sont établis comme des 3 couches, 4 couches, puis on a encore froid. Puis eux autres sont là juste avec leurs plumes. J'avais jamais vraiment eu l'opportunité de voir vraiment comme il faut le pattern de leur système multicouche de leurs plumes. Puis cette observation-là du mésanger du Canada, je redescendais de montagne, puis j'avais tout serré mon appareil photo. Il était rendu peut-être 9h30 ou 10h le matin, je redescendais, puis je l'ai vu. Puis là, j'ai arrêté, j'ai tout ressorti, puis j'ai pu la photographier là. Puis, c'est un oiseau qui, en été, c'est peut-être gros comme un point. Puis en hiver, c'est carrément gros comme 2 points au niveau de son corps, tellement qu'il se gonfle, puis qu'on voit toutes ses plumes. Puis cette photo-là, c'est vraiment chouette parce je l'ai appelé isolation naturelle parce qu'en effet, c'est hallucinant de voir comment est-ce que quand ils ont froid, ils se gonflent, puis on voit toutes leurs plumes comme on le voit sur la photo. Fait que, ouais, autant pour l'observation que pour l'éducation que cet oiseau-là m'a permis de me faire. Là, je pense que c'est un coup de cœur assuré. Ouais. Très nice, très belle photo. Merci. Ouais, belle photo. La texture. Ouais. Yes, très belle. Next, ça va être JC, donc c'est la photo, je ne sais pas si tu la vois, de ton renard au coucher de soleil. Ouais, ben le renard, en fait, c'est que
moi, ça me fascine tout le temps les canidés, surtout pendant la période de reproduction, parce qu'ils ont des comportements qui sont assez intéressants à observer. Puis si on a la chance de comme un peu s'incruster dans leur environnement, puis se rendre un peu comme un arbre, c'est-à-dire se faire oublier, on est capable d'observer des choses vraiment magnifiques. Puis cette soirée-là, justement, j'avais eu la chance de voir ce renard-là venir vraiment très, très près de moi. Puis il s'est assis juste devant, puis du côté gauche du renard sur la photo, on voit le trou de la tanière. Puis moi, j'étais caché en lisière quand même à une certaine distance. Ça, il a pris un certain moment avant de me voir. Mais quand il m'a observé, tout ce qu'il a fait, c'est exactement ce que vous voyez sur la photo. Il s'est retourné, il m'a regardé. Puis après ça, il a recommencé à faire ses petites affaires. Il regardait vers le coucher du soleil comme s'il en profitait. Il s'est couché près de la tanière juste après aussi. Dans le silence, complètement. On entendait juste le vent puis la route qui n'était pas trop loin. Mais un petit regard là, vraiment doux. Puis je me questionne encore à savoir ce que ça signifiait, à part me dire qu'il savait que j'étais là. Mais des petits moments comme ceux-là là, avec les renards, c'est toujours magique. Puis les couleurs étaient fantastiques. Là. On dirait que ça s'agençait avec son pelage assez parfaitement. C'est malade. Ouais, c'est vraiment très, très belle photo. Bon, on sent le froid, puis en même temps, la chaleur du coucher de soleil, ça donne un contraste de couleurs qui est très, très intéressant. Oui, puis comme avec le mésanget, le pelage hivernal du renard, il est vraiment intense. On dirait qu'ils deviennent comme 1,5 fois plus gros que ce qu'ils sont l'été, les mêmes individus. La queue aussi est vraiment très, très gonflée. Ils sont vraiment, vraiment beaux l'hiver. Yes, très belle photo. Belle photo, même. Merci. Good job. Next. Photo d'une belle chouette rayée, en fait, que j'ai photographiée alors que j'étais avec mon ami Simon. Puis c'est vraiment, je pense que, en plus, les deux photos coup de cœur que j'ai trouvées, bon, c'est des photos que je trouve artistiquement intéressantes, mais surtout la rencontre qui était vraiment incroyable. Puis ce matin-là, il annonçait pas du tout de nuages. Puis finalement, on est arrivé sur place, puis c'était complètement ennuagé. C'était vraiment. Fait que finalement, on est arrivé comme 1 heure avant le lever du soleil, puis finalement, c'était noir, noir, noir. Il faisait vraiment trop sombre pour commencer à même chercher. Fait que dans le fond, on est arrivé sur le bord d'une aire ouverte, puis on a attendu presque, je sais pas, 20 minutes, 25 minutes là, avant que la luminosité arrive. Puis finalement, on arrive pour repartir, on met les sacs, puis tout ça, puis je lève les yeux, puis bang, il y a une chouette rayée direct dans l'arbre en avant de nous autres. Je fais, wow, OK. Très nice. Fait que là, tu sais, prends une photo, mais tu sais, encore là, c'est sombre. Tu sais, souvent, on se sert de ce temps-là pour trouver l'espèce, puis après ça, quand la lumière arrive. Puis là, ben, de nulle part, il y a une autre chouette rayée qui arrive, puis qui chasse la première. Là, c'est elle, je sais pas c'est laquelle des deux. Mais là, tu sais, fait que là, finalement, on voit par où une des deux prend à pique dans le bois. Fait que là, on cherche un peu. Puis là, environ 45 minutes, 1 heure plus tard, on l'a trouvé. Puis à ce moment-là, le soleil, vraiment, il faisait juste rentrer sur une petite portion dans la forêt. Puis ça venait juste éclairer la chouette. Puis c'est drôle parce qu'en plus, ce jour-là, j'ai vu un comportement qui était assez intéressant. Au début, j'étais de dos à moi. Puis en fait, je la voyais comme si elle était en train de dépecer une souris. Elle était en train de manger une proie, tu sais. Mais finalement, j'ai comme fait le tour, puis je l'ai vue, puis elle se nettoyait le bec avec des branches de sapin. C'était vraiment, tu sais, comme en tout cas, elle faisait passer ça au travers du bec. Là. Donc, c'était un beau moment, une belle lumière, puis là, ben, la rencontre aussi qui était assez exceptionnelle. Mais en certain, la composition est malade, cette photo-là, honnêtement. Là. Ah, c'était fou. Ben, en tout cas, la lumière, tu sais, ça a tout fait la job là-dessus. Là. Tout était dans l'ombre autour, puis ben, voilà. Ah, c'est particulier quand même, parce que les deux rayés, s'ils sont là à cette période-ci de l'année, sachant que, que leurs nichés vont bientôt commencer, là, c'est peut-être qu'il y en a plus que 2 encore dans le secteur. C'est peut-être un couple, c'est pas trop, là, mais sinon c'était assez hot. Yes, next, je vais aller faire un petit tour parce que j'ai vu des spams. Donc, Eric, c'est ta photo d'orignal dans la neige givrée. Vraiment une très belle photo. Tu peux nous expliquer ça? Oui, vraiment. Là. Ben, tu sais, c'est ça. Ça, c'est... Au début janvier, il n'y avait pas encore beaucoup de neige sur les sommets des Chic-Chocs. Fait que ce qui était cool, c'est que, premièrement, on pouvait marcher allègement. Tu sais, nous autres, on n'avait pas de problème. On n'avait pas de raquettes. On marchait puis on était confortable. Mais tu sais, c'était pas juste confortable pour nous. Les orignaux en ont vraiment, vraiment, vraiment profité. Là. Cet hiver-là, tardif, est vraiment très profitable là, aux orignaux présentement parce que la nourriture, comme présentement ce qu'il est en train de manger, là, il ne mangeait pas, mais ce qu'il mangeait à ce moment-là, c'est les petites branches de bouleau en l'air, là, parce que les bourgeons avaient déjà commencé. Fait que ça, ils mangeaient ça, mais normalement, ils n'ont pas accès à ça
Parce qu'il y a tellement de neige à ces endroits-là que, tu sais, il ne toucherait pas au fond, il ne serait pas capable de se déplacer là-dedans. Tandis que là, il y avait peut-être de la neige à peu près là, jusqu'aux 3/4 des jambes dans ces eaux-là, à plusieurs endroits. Je pouvais même voir carrément leurs pattes. Là. Fait que c'était fou. Puis ce qui était cool, c'est que tout était givré, là. Tout était frosté de A à Z. Là. Fait que c'était magnifique. Là. Puis c'est rare que, tu sais, niveau technique, là, c'est bien rare que. Ça, je l'ai pris avec ma 300 mm 2.8. Je suis un fan de flou, là, fait que le 2.8, souvent, je me garde à 2.8, 3.2, 3.5 max. Puis ben là, j'étais jusqu'à 11 parce que c'était tellement beau. Je cherchais l'environnement, je cherchais vraiment à voir tout ce givre-là avec l'orignal, avec la petite neige sur le dos. Fait que ça a vraiment bien sorti. Je suis vraiment content. Ouais, c'est une très belle photo. D'ailleurs, juste avant peut-être qu'on poursuive, bon, il y a quelqu'un, ben, là, tu as parlé pas mal des exifs, là, mais qui nous parle de bon savoir les exifs et tout ça. Bon, c'est sûr que c'est un peu sur le fly comme ça, mais peut-être pour les prochaines fois, on va peut-être jeter un petit coup d'œil là-dessus. Ouais. Mais tu sais, peut-être c'est ça, justement, si on peut mentionner également peut-être le matériel qu'on utilise. Je pense qu'il y a quand même quelques commentaires là-dessus. Là. Je ne sais pas si vous voulez peut-être en rajouter un peu sur ta photo de Mésanger, tant qu'à être là aussi. Mésanger, c'était avec la 300 aussi à 3.2, si je me souviens bien. Là, puis c'est avec le D850. Moi, c'est D850 300 quand je peux, puis sinon D850 500 quand un petit peu plus loin. Puis toi, JC, ton renard, ça ressemblait à quoi, ton équipement? Canon 100-400 sur un 5D Mark IV. Moi, c'est ça pour 80% des photos. Puis quand j'ai une assez bonne proximité, puis que j'ai besoin d'aller chercher plus de vitesse, plus de lumière, bien là, je vais mettre la 70-200. Mais vous comprendrez que ce n'est pas avec tous les animaux qu'on peut faire ça. Là. Puis le renard, mais je voulais garder une certaine distance. Fait que c'est 100-400 dans ce cas-là. OK. Nice. Puis il y avait une question aussi. Dans le fond, la chouette rayée, c'était avec le Z6 II et le 400 mm f2.8. Voilà, attendez un petit peu. Là. Hey, ça m'a pris. Je parle pendant 2 minutes, puis les commentaires, ça pop, c'est assez incroyable. Donc, on va passer à la prochaine photo. Donc, JC, c'est ta photo de Arfan des Neiges, le petit diable. On t'écoute. Ouais. Les Arfans des Neiges sont un peu plus rares présentement dans le Bas-Saint-Laurent. Je pense qu'en Gaspésie, c'est peut-être la même chose aussi. Là. C'est une moins bonne année qu'on a vu auparavant. Puis moi, il y a un endroit où je vais dans le coin qui en a presque à chaque année. Puis cette année, c'est vraiment, vraiment tranquille. Mais il y a quand même, en début de saison, avant que l'hiver s'installe pour de vrai, comme présentement, il y en avait un qui rôdait dans le coin, là, probablement une femelle comme celle que vous voyez sur l'image. Et puis, j'avais pas eu la chance avant, en tout cas, rarement de voir les aigrettes du Arfan des Neiges. Puis cette journée-là, on dirait qu'il était comme pogné dans le vent. Puis il me pointait là, directement, puis elle n'arrêtait pas de me regarder avec son regard comme celui-là. Puis le pire, c'est que j'ai fait la photo dans un environnement qui est un peu... qui n'est pas la banquise, là, contrairement à ce qu'on pourrait penser, mais il y avait une grosse butte de neige en avant-plan. Puis ça me permettait d'aller cacher là, un peu les rochers sur lesquels le harfang était posé, puis avoir un beau flou de neige en avant-plan. Mais la photo, je l'aimais surtout parce que les aigrettes, je pense que j'ai une série d'à peu près une douzaine de photos. Puis après ça, ils sont comme rabaissés, puis je ne les voyais plus du tout. Ça a duré peut-être une douzaine de minutes. C'est vraiment spécial. Puis finalement, c'est comme envolé, puis j'ai été chanceux pour avoir une petite percée de soleil là, en fin de journée. Puis depuis ce temps-là, j'ai presque pas revu de harfang, honnêtement. Là. Fait que voilà, un autre coup de cœur. Nice. Très cool. Ouais, une très belle photo. Puis comme tu dis, c'est pas évident de les voir. Hein. C'est pas pour rien qu'à tort, on l'appelait la chouette harfang, comme en Europe. Ouais. Alors que c'est un hibou. Bon, la différence étant les aigrettes. Très belle photo. Hein. Merci. Ouais. C'est 100-400 ça aussi d'ailleurs. Nice. Next. Donc c'est une belle chouette lapone que j'ai fait en compagnie de mon ami Philippe De Bruyne. Et en fait, ce que je trouvais assez particulier justement de cette photo-là, c'est que, ben, en fait, on a fait la rencontre de cette chouette, puis bon, ça faisait... moi, j'avais fait un tour d'un boisé, après ça, on rejoint Philippe, on refait le tour du boisé avec lui, on cherche, puis là, on trouve rien, puis là, au loin, au travers des arbres, on voit comme une espèce de clairière, une aire ouverte. Fait que là, on se dit, bon, on va aller voir jusque-là, puis après ça, ben, on va revenir, puis on va aller revoir dans d'autres secteurs.
Fait que là, on arrive là, dépose les sacs un peu, parce que bon, c'est lourd à la longue. Puis là, bon, on se dégourdit un peu, dit bon, on reprend le chemin, là, on fait demi-tour, puis on s'en va à l'autre bord. Puis c'est à ce moment-là que Philippe, il se revient et dit hey, il y a une chouette lapone juste là. Puis là, il y avait l'air ouvert, la petite clairière, il y avait un arbre, et c'était comme. Bon, c'était pas si évident là, quand même, mais il y avait cette chouette lapone-là qui était directement. On allait. Si c'était pas viré, on repartait, puis on l'aurait jamais vu. Fait que c'est vraiment. C'est vraiment un moment assez cocasse. Puis là, bien évidemment, le plus grand strigidé du Québec, c'est toujours une rencontre assez exceptionnelle. Fait que il y avait de la petite neige qui tombait. Bon, l'environnement autour, c'était pas le plus beau, mais c'était surtout le fait cocasse, justement, d'arriver vraiment au bout complètement. Puis on allait revirer, puis là, ben, finalement, elle était juste là. Donc, c'était une belle rencontre. Puis, bon, c'est malade. Tu sais, c'est fou parce qu'après ça, on l'a photographié pendant quelques dizaines de minutes. Puis après ça, elle s'est mise comme à se dégourdir un peu. Elle a fait sa crotte. Puis, ben, c'est pas vraiment une crotte. Mais en tout cas, elle a déféqué. Puis elle est partie, mais elle m'a passé comme 6 pieds au-dessus de la tête. Elle est partie à voler en ma direction au-dessus. Puis, bien, ben, bon, avec le 400 mm, j'étais beaucoup trop proche. Puis, wow. Ouais, fait que c'est ça. Puis c'est prêt encore avec le 400. Je sais pas si j'avais le 1.4 là-dessus, par exemple. Sinon, sur les Z6-2, voilà. Le petit feeling, hein? Des fois, le petit feeling d'aller chercher un petit peu plus loin, un petit peu plus à gauche, un petit peu plus à droite, puis boum, on tombe dessus. Exact. Ah, mais c'est ça, faut jamais désespérer tout le temps. C'était un petit peu plus loin, puis là, ben, des fois, il n'y a rien, mais des fois, il y a des trucs qui se cachent. C'est vrai que ça arrive quand même souvent qu'il n'y a rien, là, mais voilà. C'est bon, là, je suis allé faire un petit tour dans les commentaires, puis il n'y a pas d'autres commentaires, donc pas qu'il n'y a pas de commentaires, mais il y a plus. Je pense que j'ai réglé pas mal de problèmes, j'ai trouvé comment les bannir, fait que on se croise les doigts. Bon, fait qu'on s'est fait une petite liste de sujets avec lesquels qu'on allait aborder. Bon, on peut pas parler justement de tout ce qui se passe dans le monde de la photographie, mais quand même, on va voir un peu de trucs qui sont d'actualité et quand que, bon, je regardais pas mal ça pour qu'on regardait ça pour les sujets de cette rencontre-là, en fait, c'est que, bon, je me suis fait contacter par une élève de Marsan qui voulait en apprendre un peu plus sur puis c'était encore d'un de ses projets, sur la photographie puis du métier de photographe. Puis je trouvais ça peut-être intéressant, justement, qu'on parle, parce que, là, bon, les trois, on est photographes à temps plein en photo de nature. Et c'est ça, je trouvais ça intéressant de peut-être parler justement des difficultés du métier de photographe de nature. Peut-être, tu sais, bon, j'aime ça qu'on montre ce qui se cache derrière. C'est beau ce qu'on montre sur l'Internet, sur nos photos, sur nos calendriers, puis tout ça, mais il y a énormément d'efforts là-dessus. Puis entre autres, avec le métier de photographe, je pense qu'il y a une bonne dose de difficultés. Fait que c'est ça. Fait que peut-être, JC, si tu veux commencer par peut-être qu'est-ce que tu trouves le plus difficile avec le métier de photographe? Ben, je vais commencer avec le premier qui est comme deux, mais jumelé en un en réalité. Puis je dirais que c'est garder le moral puis être au bon endroit au bon moment. Je m'explique. Souvent, on va passer, par exemple, une journée complète à l'extérieur à la recherche de sujets. Puis rendu à un certain point, moi, il y a toujours un questionnement. Est-ce que je devrais continuer à couvrir du terrain ou aller à un endroit puis attendre les animaux que je cherche? Puis ça, c'est une question qui me revient presque à chaque fois que je vais aller dehors. Puis là, je me dis, je suis en train de manquer des occasions ailleurs ou pas? Puis ça, c'est un des défis, c'est d'essayer de toujours être à la bonne place pour avoir les photos qu'on souhaite faire. Puis quand on ne réussit pas à faire ça, ben là, ça finit par miner le moral un petit peu. Parce que là, on cherche. Puis même si on adore passer du temps dehors, c'est le fun de prendre des photos aussi. Puis à long terme, on se remet en question, puis on se dit, OK, est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que ce que je pensais observer est bon ou pas finalement? Puis on se remet nous-mêmes en question à savoir si c'est pertinent la démarche qu'on est en train de faire ou pas. Puis jour après jour, ou peut-être semaine après semaine, parce qu'il y a des sujets que ça prend plus de temps que d'autres, ben ça finit, c'est ça, par réduire un peu le moral. Puis c'est important de le garder, évidemment, parce que sinon, on se décourage, puis on finit par ne pas atteindre notre but de toute façon. Mais des fois, là, c'est ça, ça peut être plus dur que d'autres moments de continuer puis de persévérer dans cette direction-là. Ouais, vraiment. Ouais.
bien d'accord. Qu'est-ce que tu en penses, Eric, toi, des difficultés les plus difficiles? De mon côté, là, vraiment, là, ce que je trouve le plus difficile, ça fait pas longtemps, là, mais ce que je trouve le plus difficile, c'est à quel point il faut être multitâche dans tout ce qu'on fait. Je veux dire, on est photographe, on prend des photos, on traite des photos, on publie des photos, mais après ça, on négocie des prix de calendrier, on négocie des prix de feuilles d'impression, on imprime, on essaie d'imprimer du mieux qu'on peut, on emballe après ça du mieux qu'on peut. On fait de l'expédition, on fait du marketing. C'est vraiment difficile de toucher à toutes les sphères d'une activité normale d'une petite entreprise quand on est toute seule là-dedans. Puis, des fois, on part une semaine, des fois, on part 2 semaines, puis on n'a pas le choix à un moment donné de s'arrêter, puis de mettre notre switch de passion là, vraiment à off pour travailler sur ces choses-là. Fait que, c'est pas vrai qu'on peut juste toujours se promener, prendre des photos, arriver à la maison, regarder nos photos, traiter les photos. Puis, c'est tellement plus que ça. Là. Je sais pas pour vous, les gars, mais mettons, au-delà des partages de photos, là, juste d'administration, puis là, j'ai pas parlé des taxes, puis des impôts, puis des machins. Je mets quoi? Je mets, en plus de toutes les sorties, un travail normal, un 40 heures par semaine d'administration certain. C'est beaucoup. C'est vraiment, vraiment beaucoup. Là. Mais ça fait partie de la game. Puis quand on aime ça, ça passe bien. Mais c'est ça. On ne se cachera pas, on n'est pas des... en tout cas, je ne sais pas pour vous autres, mais moi, je ne suis pas un businessman pantoute. Mais non. Quand négocier, comme tu dis, des prix ou des affaires de même, là, oh, palais. Je sais pas, là, moi, avant d'être photographe, c'était pas ma job d'être vendeur. Il y avait quelqu'un, justement, chez mon employeur qui faisait ça. Tu n'étais pas confronté à ça, puis j'aimais bien... quand il y avait des questions qui disaient bon, OK, ça, OK, mais c'est bon, mais ça coûte combien? Puis tout ça, mais ça, tu penses? Puis là, tu dis, ça, parle-en à lui. Puis, je belletais ça dans la cour du voisin. Là, fait que, je pouvais faire ça avant. Là c'est un peu plus compliqué. Moi, c'est un peu ça que je pense que je te rejoins un peu, justement, Eric, là-dessus. Ce qui est le plus... je pense que le plus difficile, c'est tout ce qui est la gestion. C'est pas prendre des photos, c'est... en fait, c'est pas que c'est facile de prendre des photos, mais ça, c'est comme le bout de le fun. Gérer les médias sociaux, gérer justement les soumissions, les impôts, les dépenses, ci, ça. C'est tough, puis surtout quand tu mixe ça un peu, là, vous voyez, là, j'ai eu quelques petites rencontres avec mon chat, ma fille, tantôt qui voulait venir, puis là, finalement, qui était gênée, en tout cas, bref. Mais tu sais, gérer ça en plus avec la famille, c'est pas... ça, je dirais que c'est peut-être ce qui est le plus tough là-dedans. J'essaie quand même d'intégrer un peu les deux. Là, je sors souvent en nature avec ma fille et ma blonde, mais quand même, c'est pas pareil quand on va faire de la photo que quand on est accompagné par... des personnes qui sont un peu, comme on pourrait dire, non initiées. Là, mais c'est vrai que la job de bureau qui entoure la job de photographe, c'est quand même assez c'est difficile quand même. Oui, c'est ça. Puis les gens pourraient penser, engage-toi quelqu'un. Mais je veux dire, c'est déjà difficile comme ça, gagner sa vie. Des cas comme Mario Cyr au Québec, il y en a un, puis il s'appelle Mario Cyr. C'est ça. Puis Mario, c'est un homme extraordinaire que j'ai hâte de rencontrer. Je le rencontre la semaine prochaine. Puis, tu sais, c'est difficile de gagner de gagner des sous pour avoir une flexibilité pour embaucher quelqu'un. Je ne sais pas pour vous, ça fait plus longtemps que vous êtes en affaires que moi. Je ne vois pas ça à court terme du tout. Là. Je ne vois pas comment ça serait possible. Mais c'est au-delà de la capacité financière. Après, tout ce que tu as créé toi-même, seul, de partager les responsabilités avec quelqu'un d'autre, moi, ce serait probablement ça, mon plus grand défi, même si tu me donnes whatever le salaire de la personne pour la payer, de tout léguer ces responsabilités-là, d'imprimer par quelqu'un d'autre ou autre. Je
je sais pas comment je ferais. Ah, mais tu sais, je veux dire, ça fait partie de la job aussi. Mais voir ta photo, ben, tu parles de l'impression, là. Tu sais, voir ta photo quand tu l'imprimes ou la voir sur une pub ou sur un truc, là, tu sais, il y a quand même un feeling qui est. Puis de le faire soi-même quand tu dis, tu sais, t'as fait de tout, t'as fait ta recherche, t'as pris ta photo, tu l'as vendu, tu l'as imprimé, puis tout ça, tu sais, il y a quand même ça fait partie de la job aussi, puis c'est super intéressant. Je trouve que c'est très. Ça ajoute beaucoup quand même à l'expérience du photographe aussi. Ben oui, vraiment. Puis tu sais, après ça, ben, moi, c'était ça ma deuxième difficulté. C'est qu'après ça, il y a une balance entre passion, sous, besoin essentiel, sous, passion. C'est comme, il faut que tu gères ça au fil de l'année. Puis c'est pas toujours facile. C'est vraiment pas toujours facile. Puis des fois, comme GC disait, garder le moral, des fois c'est pour les sujets, mais des fois c'est aussi la portion à faire qu'il faut garder le moral, puis il faut continuer d'avancer, puis il faut avoir confiance en ce qu'on fait, puis dans son importance, puis je pense qu'on est capable de continuer comme ça. Mais des fois c'est dur. Là. Mentalement, là, c'est pas facile, des fois. Ouais. Je sais pas, peut-être que ça rejoint un peu ça, là, mais moi j'ai quand même extrêmement de la difficulté quand j'arrive sur le terrain puis je suis fatigué, tu t'es crevé, tu t'es levé, t'as pas dormi, tu t'es levé super tôt, t'as fait de la rando, puis tu sais, t'es épuisé. Puis là, tu croises, mettons, un animal, puis t'as une belle scène. Puis là, essayer d'être créatif, puis de trouver des idées, faire des beaux trucs, là, je trouve ça vraiment tough. Tu sais, quand je faisais la course à Ricana, puis bon, tu montes, je faisais 600-700 mètres de dénivelé avec la tente, puis tout. Puis là, je photographiais les coureurs à 4 heures du matin. T'as pas dormi parce que je me mettais comme 5-6 alarmes sur mon téléphone, puis encore là, j'avais de la misère à fermer l'œil, j'avais peur de pas me réveiller. Puis là, tu sais, quand t'es épuisé, tu sais, c'est tough là, de trouver ton inspiration, faire de quoi de beau. Puis tu sais que c'est ça, contrairement à ce que bien du monde pense, on fait pas juste clic puis la photo est faite. Là. C'est pas trop de main que ça marche. Là. C'est un des trucs aussi, mettons au niveau de la prise de vue, peut-être que je trouve encore le plus tough à ce niveau-là, au niveau de la prise de vue. Oui, c'est vrai. Parce que la fatigue rentre là, en ligne de compte. Puis, tu sais, les grosses périodes, là, mettons l'automne, là, les calendriers, Noël, là, on tombe avec les premières neiges. Moi, perso, je sais pas pour vous, mais je suis arrivé à Noël cette année, puis j'étais genre cerné jusqu'en dessous du nez. Là. On a tous donné la claque là, pendant ce temps-là. Fait que, puis, tu sais, j'ai de l'air de chialer, on a l'air à chialer, mais c'est le plus beau métier du monde, là, don't get me wrong. Là. Mais il faut dire les vraies choses, puis les vraies choses, c'est ça. C'est des sacrifices auxquels quelqu'un qui veut commencer, faut qu'il comprenne. Il faut qu'il comprenne en quoi il se lance. Ah, c'est pas facile. Puis tu sais, juste, mettons, tantôt, tu parlais un peu du nombre d'heures, mais tu sais, juste gérer les médias sociaux, je sais pas pour vous autres, c'est quoi, 15-20 heures par semaine? Là? On pourrait passer notre journée là-dessus. Là. Ouais. Ah, c'est fou, hein? Puis tu sais, c'est tough pareil, parce que tu sais, des fois, quand même, tu manques un commentaire, puis quelqu'un t'a posé une question, puis tout ça. Faut pas que le monde soit fâché, parce que des fois, on voit pas tout. Là. Suffit, tu sais, avec, je pense que les trois, on est pas mal, mais tu sais, sur Facebook, sur Instagram, puis la quantité de commentaires qui arrivent, c'est tough de tout voir aussi. Là. C'est plate parce qu'on a le goût de répondre à tout le monde, mais à un certain point, c'est tellement demandant en temps que c'est comme le ballon auquel Eric faisait référence tantôt. Il faut le faire dans les médias sociaux aussi. Là. Parce que sinon, on va se lever le matin, on va commencer à répondre à des commentaires, puis là, la journée va juste finir. Ouais, non, c'est ça, exact. Passer la journée à répondre à des commentaires, c'est tough. Puis c'est un peu comme tu sais, pendant ce temps-là, on prend pas de photos. Ouais, exact. Puis on fait pas nécessairement c'est sûr que bon, partager avec les gens, c'est une passion aussi en soi, mais c'est ça, c'est de trouver le juste équilibre entre les deux qui est pas évident. Bon, super. C'était super intéressant. Ça rejoint un peu ça aussi. Si on avait des conseils justement à donner à du monde qui veulent s'initier à la photographie de nature, bon, on a vu sans nécessairement devenir professionnel, mais juste à s'initier à la photographie de nature,
quel conseil vous donneriez à du monde ou peut-être à du monde justement qui sont débutants et qui veulent progresser à travers la photo nature? Vas-y, Jesse. Eric? Ok, Ouais, je vois. Je crois qu'on va s'overlapper un peu, fait que je ne veux pas tout dire, là, mais moi, le premier, ce serait vis-à-vis de l'équipement. On a toujours tendance à penser qu'il faut investir des milliers de dollars pour faire de la photo animalière ou de la photo de nature, puis c'est faux. Pendant plusieurs années, j'ai utilisé un Canon T4i avec une 18-135, puis j'ai fait des photos de phoques, des photos d'oiseaux, peu importe. Puis c'est un ensemble à moins de 1000 dollars. Fait que je trouve que ça vaut vraiment la peine de vraiment s'initier au début pour premièrement réaliser si on aime ça ou pas. Est-ce qu'on est prêt à investir le temps que ça représente aussi pour être dehors, chercher les sujets, puis les photographier avant d'acheter de l'équipement à des milliers de dollars qui risque de déprécier un peu avec le temps. Puis c'est une erreur que quand même plusieurs personnes auraient tendance à faire, je pense. Fait que mieux de garder nos sous puis investir du temps au lieu de l'argent au début, selon moi. Oui, bon point. De mon côté, j'irais avec s'éduquer en premier lieu sur la nature comme telle. Tu sais, je pense qu'on est bien placé pour en parler, mais grâce à nos connaissances comportementales, grâce à nos connaissances des vents, grâce à nos connaissances de la météo, des traces, grâce à notre connaissance de terrain, finalement, tu sais, on arrive à des fois prendre des photos qu'on n'aurait jamais pu prendre sans ces connaissances-là. Puis, tu sais, on y reviendra sans doute plus tard dans un autre sujet, mais le nombre de personnes peu éduquées sur la photographie de nature et surtout le nombre de personnes peu éduquées sur la nature comme telle et ses fonctionnements et ses écosystèmes et ses équations et dans toute sa complexité. Il n'y a pas grand monde qui prennent le temps de se mettre le nez devant l'ordi, devant une vidéo YouTube, devant un livre, devant une revue. Ou tout simplement devant des gens comme nous qui partageons ce qu'on voit. Fait que je pense que la première étape, ce serait vraiment de s'éduquer. Un ingénieur, pour devenir ingénieur, il faut qu'il aille à l'école. Un photographe, si tu ne vas pas à l'école, au moins éduque-toi, sois autonome, puis fais tes devoirs. Vrai. Ben, tu sais, je pense que c'est. Ben, je te rejoins pas mal là-dessus. Je comprends pas comment on peut, mettons, photographier quelque chose puis ne pas l'aimer et en prendre soin. Ouais. Tu sais, je sais pas, moi, je photographierais pas des bébés si j'aimais pas ça. T'aimes pas les bébés, tu fais de la photo de maternité, puis tu fais des photos de nouveau-nés. Je pense que ça marche pas. Mais je pense que c'est la même affaire avec la nature. D'abord, il faut aimer ce qu'on fait, aimer la nature en tant que telle, puis de pas. Tu sais, c'est drôle parce que bon, on va rejoindre un peu la discussion un peu plus tard, justement, sur ça, mais sur un site, j'ai croisé une dame avec qui j'échangeais, puis là, tu sais, j'étais super loin d'un strigidé, puis j'essayais de trouver un angle, puis tu sais, Puis bon, on s'est mis à jaser un peu Puis je pense que des fois, c'est ça quand c'est la photographie qui t'amène dans la nature ou si c'est la nature qui t'a amené à la photographier. Je pense que ça a quand même un impact. Je dis pas que l'un est mieux, parce que c'est la photo qui t'amène en nature, ça fait en sorte que tu as un comportement qui est pas adéquat, mais quand même, si c'est la nature d'abord qui te fascine et qui te passionne, c'est sûr que ça va être probablement plus facile d'aller la photographier parce que tu vas mieux la comprendre, tu vas mieux la connaître, tu vas mieux. C'est ça, tu vas mieux la connaître, tandis qu'à l'inverse, si tu arrives avec ton bagage de photographe, tu as beau être le meilleur photographe, mais tu ne sais pas comment un animal réagit quand il va te voir, ou tu ne sais pas comment ça agit dans la nature, tu ne sais pas comment voir les signes de la présence, et peu importe. Ben là, ça va être pas mal plus difficile. Là, ça va être plus la photo touriste où ces gens-là vont aller un peu dans les spots connus, puis ça va se limiter un peu à ça. Je pense que c'est ça, de s'intéresser puis d'aimer d'abord la nature, puis ensuite la photographier. Je pense que c'est déjà un bon point de départ. Oui, puis tu sais, avec ça en tête, là, souvent, en tout cas pour ma part, les meilleures photos que j'ai faites, c'est quand j'étais capable d'être proactif sur le comportement de l'animal. Donc, quand j'ai vu tel caribou avec 7 autres caribous, je voyais un peu la relation entre les individus. Je dis, OK, selon moi, ça s'en va là. Ben, je me suis positionné en conséquence. J'ai attendu, ils sont arrivés, j'ai fait la shot extraordinaire. Tu sais, fait, grâce à ces comportements-là, puis c'est cette éducation-là qu'on a fait,
par nous-mêmes ou à l'école, peu importe, Mhm. ben, on arrive à obtenir des comportements plus spéciaux. T'sais. Souvent, d'être Ouais. là à la bonne place au bon moment, c'est une recette. Là. Oui, il y a de la chance là-dedans, mais il y a aussi quelque chose de pas mal plus cartésien. Ça s'appelle l'éducation. Ouais. Puis, tu sais, je pense que ça part aussi, tu sais, bon, l'engouement pour les espèces qui sont dites plutôt plus rares, tu sais, je peux quand même, en fait, je peux comprendre que on veut les voir, puis c'est intéressant de les voir et tout ça, mais ça reste quand même que qu'est-ce qu'on veut faire avec la photo? On veut-tu faire la photo que tout le monde a faite? Tu sais, si t'es 80 autour d'un oiseau, il y a 80 photos pareilles. Ben, il y a des petites modifications, mais quand même, on s'entend qu'il n'y aura pas des photos qui vont clasher, à moins qu'il y ait des modifications extrêmes de changement de ciel, etc. Mais ça reste quand même qu'on fait la même photo que tout le monde est en train de faire. Mais si tu es tout seul dans le fond du bois avec un animal, puis que tu as une lumière de fou, là, tu crées quelque chose de différent des autres. Là, tu crées quelque chose de super intéressant. Puis, tu sais, après ça, la photo, on l'a fait pourquoi? Puis c'est drôle, parce que j'ai vu, je pense que c'est Alex Québillon qui a marqué ça. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut avoir l'exclusivité, on veut avoir des likes, on veut que les gens pensent qu'on est cool parce qu'on a fait telle espèce rare, ou on veut faire une belle photo qu'on trouve belle pour nous. Ouais. Tu sais, c'est là, je trouve que la nuance et la ligne est. C'est ça. En tout cas, pour moi, je trouve que c'est beaucoup plus gratifiant de trouver une espèce dans le fond du bois que tu vas avoir fait, je sais pas, 3 jours de recherche pour être capable de la photographier dans des belles conditions que de débarquer de ton char puis sortir de la caméra, faire une photo. Ben oui. Quand tu cherches là, pendant des longues heures puis tu finis par réaliser la photo que tu avais en tête, tu as tellement de mérite, tu l'as tellement gagné ta photo que tu as encore plus de satisfaction, puis tu as encore plus d'envie de le partager avec les autres tout en gardant évidemment les lieux secrets. Mais je trouve que on va chercher une certaine satisfaction qu'on ne serait pas capable d'avoir autrement, entre autres avec l'exemple que tu sais, Jérémy, d'être, je sais pas moi, une trentaine devant un sujet. Puis, je ne suis peut-être pas le mieux placé pour parler de ces choses-là parce que dans le Bas-Saint-Laurent, ça arrive rarement, pour ne pas dire jamais, là, qu'on est comme plusieurs à photographier le même sujet, mais ça peut arriver, puis je trouve que c'est ça, c'est pas la même ambiance, c'est pas la même satisfaction non plus, puis il y a moins de travail derrière l'image, malgré que ça fait des super photos dans plusieurs situations quand même. Ouais, exact. Ouais, exact. Mais tu sais, en tout cas, pour ma part aussi, puis tu sais, je pense que tout le monde a pu quand même témoigner que quand on a fait nos coups de cœur, bon, la photo est belle, mais c'est le contexte autour prend une énorme place aussi dans l'affection qu'on a pour cette photo-là. Fait que, après ça, tu arrives pour raconter l'histoire, tu sais, tu as pris une photo, tu es entouré de 40 personnes. Ben, moi, personnellement, je ressentirais probablement pas d'excitation ou, tu sais, d'énorme joie, à part peut-être d'avoir fait une belle photo, mais après ça, il n'y a pas d'expérience autour, il n'y a pas de contexte. Tandis que quand tu croises, il pourrait aussi bien avoir dans ces photos coup de cœur-là une photo complètement floue d'un animal ou d'un lynx ou qu'on n'a jamais vu. Puis, qu'il y aurait toute l'histoire autour qui serait aussi intéressante, puis que cette photo-là aurait beaucoup plus de valeur qu'une belle photo prise avec aucun contexte. Oui, tellement. Tu sais, moi, ce que j'aime, c'est d'explorer des nouveaux secteurs. Puis il y en a des beaux secteurs plus sauvages en ville aussi. Il y en a des beaux secteurs plus sauvages partout. Là. Parce je sais pas, je suis comme sur une drôle d'impression qu'on dirait que il y a certaines personnes qui sentent une genre de pression là, de ramener une photo. De ramener obligatoirement une photo. Tu sais, je suis dehors à tous les jours, puis des fois, j'amène ma caméra à tous les jours, puis des fois, je peux prendre une semaine sans prendre un seul clic, là, puis je me promène en titi, là, puis j'en fais du millage, puis j'en marche en maudit des shots, puis des fois, je vois rien 1 jour, 2 jours, 4 jours, 7 jours, tu sais, fait que je pense qu'il faut prioriser l'expérience en nature, accompagnée d'une caméra, que de se mettre une pression de performance de cliquer. Pourquoi? Ça, c'est. Là, je m'en vais plus loin avec ça, mais c'est toujours l'éternel d'être le paraître versus l'être. Là. Je pense que ça prend un petit peu plus de gens qui sont comme conscients de ce qu'ils sont, puis de ce qu'ils veulent, puis d'aimer pour de vrai la nature. Pour de vrai. Là.
Mais tu sais, ça change, c'est de parler de performance, tu sais, puis quand tu pars avec cette idée-là que tu dois absolument rapporter une image, Ouais. ou tu pars avec le minding que ben, tu t'en vas passer du temps en nature, puis tant mieux si tu fais une photo. Disons que ça change beaucoup tu sais, l'émotion que tu vas vivre dans ta journée. Là, tu sais, Ouais. si tu arrives et tu n'as pas de photo, puis tu es fâché avant la fin de ta journée, ben là, Vozu, là. Je sais pas. Tu sais, en tout cas, C'est ça. j'ai C'est un peu ça. de misère avec, avec ça. Là. Mais, mais tu sais, ben, pendant qu'on est là, puis c'est parce que j'ai vu, il y a beaucoup de commentaires en ce qui a trait à une certaine situation, puis ça va, c'est donc un bon lien avec ce qu'on est en train de parler. Euh, bon, avec, là, je vais quand même être plus, je suis en train de déliter des commentaires en même temps, là. Mais je vais être un peu plus évasif ou peut-être plus flou que certaines personnes ou certains médias ont été, en fait, par rapport à une situation. Bon, pour mettre un peu tout le monde en contexte, il y a eu un oiseau rare il y a quelques semaines qui s'est pointé le bout du nez dans la région de Montréal. Et bon, il y a eu un article de journal, ça a été diffusé à la télévision. Et bon, par rapport à des comportements qui étaient inadmissibles de certains photographes, qu'il y avait un grand nombre de photographes, que bon, ça avait créé certains problèmes, même au niveau, tu sais, on est avec la pandémie, la distanciation et tout ça. Et donc, pourquoi quand même je reste un peu flou sur disons, les termes plus détaillés de cette histoire-là, c'est parce que je pense pas que, comme ça a été fait dans les médias, de révéler l'espèce et l'endroit précis, je pense pas que ça vienne servir la cause quand même. Là. Je pense pas que ça. Je pense que d'un côté, bon, ça va peut-être dissuader du monde, mais s'il y avait quelqu'un qui ne connaissait pas cet endroit-là, maintenant, tout le Québec le sait. Là. Fait que, Ouais. je pense pas que de le diffuser à la télé sur tout le Québec, c'est la meilleure solution. Mais bref, c'est juste pour ça que je restais un peu flou. Mais bref, je pense que de parler justement du surachalandage de ces lieux-là, parce que bon, ça part quand même avant tout d'un partage massif sur les médias sociaux et sur, bon, des fois un peu de bouche à oreille, mais ça reste quand même que ça a été un phénomène, je pense, de médias sociaux. Ouais. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Ouais. Mais c'est ça, peut-être, si on peut parler un peu de ça, de votre opinion par rapport à tout ce qui a trait au partage d'informations, partage Ouais. sur les médias sociaux et tout ça. Là, puis, tu sais, on va peut-être commencer sur ce sujet-là, puis après ça, on pourra parler peut-être un peu plus du surachalandage dans le cas de cette situation. Ouais. Ben, tu sais, je pense que pour les lieux, là, on le dit, on le répète, là, mais il faut être extrêmement prudent avec les lieux parce que ben, il y a malheureusement des gens qui sont prêts à tout. Là. Puis on le voit, puis c'est triste parce que, tu sais, la majorité des gens sont fantastiques, sont respectueux, ils savent reconnaître la magie de la nature. Puis pour 2%, 1%, 3%, je ne sais pas, de taouins qui font des comportements complètement impensables. Pour vrai, c'est impensable. De mon côté, là, j'aurais jamais même pensé que ce serait possible. C'est vraiment épouvantable. Fait à cause de cette faible minorité-là, il faut être extrait à la divulgation des lieux. Que ici, en Gaspésie, je veux dire, on est peu. En Bas-Saint-Laurent, on est peu. Mais tu sais, quand on habite Québec, Montréal, je pense qu'il faut être vraiment prudent pour pas que ça dérape. Oui, je suis d'accord avec toi. Tu sais, moi, à la base, les lieux, dans ma tête, si j'en trouve un qui est vraiment propice puis qui a de la faune, je le garde pour moi. Puis si je le partage, ça arrive très rarement, mais si je le partage, ça va être des gens avec qui j'ai pleine confiance, que le comportement va être exactement comme le même, c'est-à-dire respectueux. Puis sinon, ben, il n'y a juste pas de partage des lieux. Puis je pense que à la base, c'est par respect pour les animaux. Puis les médias sociaux, c'est bon pour plein de choses, mais je pense que dans cette optique-là, c'est vraiment nuisible parce que les lieux se partagent rapidement, puis par milliers, puis des fois par centaines. Il y en a qui vont y aller, il y en a qui iront pas, il y en a qui vont voir c'est où, puis que ça va absolument rien leur faire, mais il y en a d'autres qui vont en profiter. Puis au-delà de ça, il va y avoir des gens qui vont être nuisibles sur le site, puis ça peut nuire aux animaux, ça peut nuire aux gens qui essaient de faire de la photo ou de l'observation de façon respectueuse.
Puis c'est vraiment néfaste pour l'environnement de façon générale. Donc voilà, moi, les lieux, c'est secret dans 95% du temps. C'est le même dans le monde du surf avec les vagues, avec les animaux, j'en passe à un autre niveau. Là. Mais tu sais, j'ai un peu de misère à comprendre pourquoi, en fait, même, parce que tu sais, sur le groupe La Nature du Québec, il n'y a rien, tu sais, bon, sur certains groupes, on demande la date, la région, le lieu, peu importe, mais sur La Nature du Québec, tu sais, je demande rien là, quand les gens publient là-dessus. Mais les gens, on dirait qu'ils se sentent obligés de marquer que c'est pris dans telle région, que c'est pris telle date et tout ça. Bon, d'abord, je comprends pas vraiment cet engouement-là. Déjà, moi, c'est rare que je vais mettre une photo que j'ai pris dans le même mois, là, à part pour le live, là, où on montre nos coups de cœur, là, mais c'est rare que je vais mettre une photo récente déjà sur les médias sociaux. Puis encore là, c'est ça, tu parlais tantôt, il y a 1, 2, 3% des photographes qui agissent comme des taubates. Ben, si, mettons, tu as 10 personnes, ben, tu as une chance peut-être qu'il y en ait un ou deux. Mais si tu as 100 personnes, en fait, si tu as 10 personnes, tu as des chances peut-être d'en avoir un. Si tu as 100 personnes, ben, tu as pas mal plus. Fait que plus l'information se propage, tu sais, puis encore là, c'est toujours l'accès facile. C'est pas la recherche du contact avec la nature, du contact avec l'animal. C'est la recherche du facile. Tu prends un animal qui est facile à voir, mais il faut que tu marches 10 km pour aller le voir. Ben là, tu viens d'éliminer 99% du monde qui serait allé. Si c'est accessible à 1 km de marche de la voiture, ben les gens y vont. De notre côté, bon, sans parler de justement le partage d'informations, c'est sûr que pour quelqu'un qui veut s'initier à la photo, quelqu'un qui est juste curieux de voir des animaux, c'est sûr que ça peut être, je comprends que c'est tentant aussi. L'animal est à ta portée, relativement facile. C'est sûr que si c'est une porte d'entrée vers la découverte de la nature, c'est sûr que ça peut quand même être intéressant. Je suis comme mitigé là-dedans. Je sais pas si c'est. Ben, je pense pas que peut-être tout est noir ou blanc, mais. Oui, en effet. Non, c'est ça. Je sais pas, là. C'est vraiment je pense que c'est les grands centres quand même qui restent les plus problématiques, comme vous parlez, là, en Gaspésie ou au Bas-Saint-Laurent même. C'est peut-être moins la situation. Ici à Québec ou à de Montréal, c'est autre chose. Là. Mais tu sais, moi, j'ai comme l'impression que cette affaire-là, c'est comme une branche du problème, là, mais que la racine fondamentale de ça, là, ça revient à dire ce qu'on parlait tantôt de l'expérience en nature. Là. Une personne moindrement logique, là, est-ce que l'expérience en nature que tu désires vivre, c'est ça? Ou c'est d'aller marcher dans un boisé en terre publique complètement isolé, puis découvrir, lire le terrain, dans le but de peut-être faire une découverte à un certain moment donné. Tu sais. Je pense que c'est ça, la vraie nature du problème, je pense que c'est ça. Il faut être en nature pour les bonnes raisons, vraiment. Et je pense que ça part par une bonne éducation, puis un bon amour pour la nature, une vraie de vraie. D'accord avec toi. Ça arrive régulièrement là, que si des trucs comme on a vu sur les médias sociaux où il y a comme une trentaine de personnes, moi, ça m'enlève toute envie d'y aller personnellement. Puis dans la majorité des cas, peu importe le sujet, là, aussi rare soit-il, je n'aurai pas la même expérience nature que si je vais marcher dans le bois seul ou avec toi, Eric, ou avec toi, Jérémy, ou même à 3, mon gros maximum pour la quantité de gens, que si on était 30, je veux dire, moi, ça m'enlève toute l'expérience que j'aurais vécue autrement. Puis, rendu là, si je pour faire ça, pour absolument avoir les photos, je préfère ne pas les faire, honnêtement. Mais bon. Mais justement, tu sais, si ça venait... Tu sais, parce qu'en plus, c'est ça vient avec certains comportements qui sont indésirables. J'ai entendu des trucs par rapport à cet endroit-là qui sont... personnellement, en tout cas, moi, si j'avais été là, je sais pas que j'aurais fait. Là. On parle de lancer des objets à un oiseau ou de... Tu sais, puis, en tout cas, je comprends même pas comment tu peux faire ça à quelque... C'est ça, un animal. Ça part de... C'est ça, je pense que ça revient un peu à ce qu'on disait. Ça part de l'amour. Ouais. Tu sais, comment tu... En tout cas, j'ai vraiment de la misère avec ce concept-là. Je sais pas, c'est comme indescriptible. Mais, ouais, super intéressante discussion.
Puis je pense que justement, on a eu un bon filon au travers de la rencontre. Le temps file déjà. Il fait déjà 52 minutes qu'on est ensemble. Je pense qu'on pourrait faire un petit tour dans les questions. J'ai reçu quelques questions sur les internets. À l'avance. Puis dans le fond, si les participants veulent poser leurs questions, j'en ai vu au travers de la discussion quand même passer, mais ça allait assez vite. Fait que je vais aller faire un petit tour là-dedans. Et donc ici, on. Attendez un petit peu, je viens de me rendre compte que celle-là, on avait répondu. On a Clément qui nous demande les animaux au bord des rivières, quand vous descendez en canot, en kayak, on a plus de chances de les voir en début de matinée ou pas forcément. Donc, qu'est-ce que vous pensez justement sur les rivières ou peut-être en forêt aussi du moment de la journée qui est peut-être le mieux pour observer la faune? Pour ma part, j'en ai vraiment observé 24 sur 24, là, vraiment. Là, la nuit, ils sont là quand il fait chaud. Si à midi, il fait chaud, ils vont être là aussi. Ça dépend tellement. Là, ça dépend dans quel milieu ils sont. S'ils ont bien des bébites, ils vont vouloir aller se mouiller les pattes. S'ils n'ont pas le choix pour aller à leur heure d'alimentation, ils vont peut-être traverser. Fait que, c'est quand même une dure question d'établir vraiment quelque chose de précis, mais je pense que 24 sur 24, là, il n'y a pas de moment précis plus qu'un autre, là, selon moi. Là. Oui, puis peut-être pour renchérir là-dessus, les moments où, habituellement, la faune va peut-être être plus active tôt le matin, puis plus tard en fin de journée. Mais le milieu de la journée, c'est un bon moment pour regarder les signes de présence, trouver des animaux. Des fois, on peut les trouver également. On attend que la lumière soit plus belle. Mais tu sais, les signes, les crottins, les arbres qui ont été mangés, les traces, plein de trucs. Là, c'est l'après-midi, quand c'est pas beau faire de la photo, c'est le temps d'explorer puis de trouver des bons endroits. Là. Je sais pas, JC, qu'est-ce que tu en penses? Même chose que vous, évidemment, matin et soir. Surtout le matin, moi, en fait, là, je trouve que la faune est comme autrement active que la nuit, surtout pour les animaux qui sont nocturnes. Souvent, on pogne la fin de nuit le matin. Fait que ça, c'est bon. Puis sinon, en pleine journée, surtout l'été, là, les journées sont très, très longues, puis la lumière est dure une bonne partie. C'est comme tu dis, Jérémy, là, c'est le moment parfait pour faire du repérage. Souvent, il fait beau, on est bien. On marche en nature, moins de pression de faire des photos parce qu'on ne s'attend à rien. On est capable de découvrir plein de choses, puis de mettre ça à profit justement dans les bonnes périodes de lumière. Là. Fait que c'est comme Ouais, mais j'allais juste dire qu'il y a un feeling le matin, on dirait, tu sais, t'arrives, il fait noir, la petite brume, tu sais, je sais pas, il y a une atmosphère déjà pour l'expérience d'être là, puis après ça, tu sais, la fin de journée, il a fait chaud toute la journée, je sais pas, tu sais, c'est pas du tout le même feeling, je sais pas, il y a vraiment de quoi de différent, qui est différent là-dedans. Non, c'est vrai. On a justement des gens qui nous demandent est-ce qu'on a des livres ou peut-être des ressources, donc Thibaut MQ, qui nous demande est-ce qu'il y a des livres ou des ressources que vous recommanderiez pour justement s'éduquer par rapport à la nature. Je ne sais pas si vous avez peut-être des suggestions. Moi, j'ai comme une liste YouTube là, de vidéos puis une liste de textes là, dans mes listes de lecture. Je pourrais en partager quelques-unes certainement, là, avec plaisir. Cool. Moi, même chose, j'utilise beaucoup mes vieux livres de bio. Là. J'en ai quand même quelques-uns qui sont pertinents, mais il y a quelques trucs comportementaux, mais moi, c'est plus le terrain, honnêtement, qui m'a appris par rapport à ça. Puis le reste, quand je vais avoir de quoi de vraiment précis, comme du pistage ou autre, mais là, j'ai un livre pour les pistes en particulier. Puis ça, je trouve que c'est une ressource essentielle à avoir, honnêtement, là, parce qu'on n'est pas capable de tout reconnaître sur le champ. Fait des fois, une petite photo, 2-3 mesures, on apporte ça à la maison, on regarde plus tard. Fait que livre de pistage, puis mes vieux livres de bio, je pourrais peut-être prendre 2-3 photos, mais il y a tellement de ressources sur Internet maintenant là, que des fois, ça va plus vite de rechercher sur Google ce qu'on cherche précisément que d'aller fouiller dans les livres, mais malgré tout, là, dans les ouvrages qu'on peut retrouver en bibliothèque ou ailleurs, il y a des trucs qu'on ne retrouve pas sur Internet. Oui, puis je trouve ça intéressant. Tu parles des livres de traçage. Des fois, ils parlent même j'en ai un sur les traces d'animaux du Québec. Puis ils ne parlent pas juste des traces, des signes de présence, des arbres qui ont été mangés, puis tout ça. Puis des fois, on peut passer à côté des signes sans s'en rendre compte vraiment. Et finalement, après ça, tu reviens, puis là, oui, c'est vrai, j'ai vu ça.
Fait que ça, c'est un bon ouvrage peut-être à regarder là-dessus. Puis tu sais, c'est sûr qu'il n'y a pas des tonnes d'ouvrages quand même spécialisés là-dedans. Là, tu sais, même différentes espèces. Moi, j'en ai trouvé un sur l'orignal, comme en Alaska. Mais il y a quand même des trucs qui rejoignent l'orignal du Québec. Là, parce que c'est pas la même sous-espèce, pas le même environnement, c'est pas les mêmes. Parce que c'est même à l'intérieur du Québec, qui n'ont pas tous le même comportement, pas la même nourriture et tout ça, là, mais quand même, peut-être avoir des filons là-dedans. Puis, tu sais, des fois aussi, c'est de se procurer des... C'est comme moi, il y a un livre sur les caribous, de Ben Caribou, des caribous de Grand Jardin. Lui, il a tout vécu, là, il connaît tout. Puis, tu sais, il raconte son histoire, puis ses expériences avec les caribous au Parc des Grands Jardins. Je pense que c'est à partir des années 90 qu'il raconte ça. Fait que c'est vraiment intéressant parce que, tu sais, il ne dira pas le caribou s'accouple entre tel mois et tel mois, sa gestation est de tant de nombre de mois. Tu sais, il ne dit pas ça, mais il te raconte son expérience de terrain. Puis au travers des lignes, tu es capable de voir un peu son expérience, puis tu es capable de te l'imaginer avec ta situation actuelle. Fait que c'est vraiment cool. Ben Caribou. Le titre du livre m'échappe, mais c'est Ben Caribou. Hein. Nice. Mais tu sais, en plus, c'est comme ces ouvrages-là, ça part d'expérience sur le terrain. Fait que c'est sûr que le livre, c'est comme un raccourci, mais quand même, ça reste que le gros de l'éducation, ça se fait sur le terrain en train d'explorer. Puis des fois, c'est pas nécessairement avec une caméra dans les mains aussi. Des fois, même, moi, quand je fais du repérage, la caméra est dans le sac, puis on dirait que je vois tout en termes photographiques. Ça serait beau là-dedans, mais tu regardes moins les signes. Je sais pas, il y a comme un minding différent. Hein. Après ça, il y a vraiment beaucoup de commentaires, puis ça se répond. C'est super intéressant là, que tout le monde se parle. Ici. On a peut-être JC, en plus, peut-être faire du bon sur ta photo là-dessus. Question, à ce temps-ci, les renards, quel est le meilleur moment et stratégie pour s'en approcher? Ça dépend. Sur l'expérience, comment trouver peut-être des renards? Puis, Les renards, c'est un des animaux que j'ai remarqué que d'un individu à un autre, c'est vraiment, mais vraiment différent. Là. Une année, près d'une tanière, tu peux avoir un mâle qui va venir à quelques pieds, puis l'année d'après, tu vas avoir de la misère à approcher à 50 mètres. Là. C'est hallucinant la différence qu'il peut avoir. Fait que la première chose, ce serait probablement d'évaluer un peu à quel point l'animal est farouche ou pas. Puis sinon, mes périodes où on va les voir sortir un peu plus durant le jour, ça va être décembre, janvier, peut-être début février pour la période de reproduction. Ça, c'est sûr qu'on peut les voir en duo, puis on peut les voir plus souvent. Mais c'est quand même vraiment, vraiment commun au Québec, le renard. Pas tout le temps évident à voir, mais si vous trouvez un endroit où c'est très pisté, qui est pas mal le premier indice qu'on va repérer, mais après, trouver les trails où ils passent le plus souvent, puis ça vaut la peine de se faire un petit affût à ces endroits-là. Puis éventuellement, vous allez établir un peu sa routine, parce qu'ils sont quand même routiniers, là, les canidés. Fait que ce serait pas mal ça mes conseils, je dirais. Vous avez sûrement des choses à ajouter. Là. Moi, j'ai jamais vu de renard de ma vie. Non, mais je te rejoins pas mal là-dessus. C'est sûr que l'hiver, c'est toujours plus facile avec les traces. Là. C'est un bon moment pour trouver les tanières, entre autres. Là. Trouver une tanière quand il n'y a pas de neige, c'est pas mal plus difficile. Puis même les traces, justement, là, les animaux on peut les pister partout là, présentement. Fait que c'est quand même super. C'est pas que c'est plus facile, mais disons que ça facilite les choses. Mais sinon, c'est ça. Il y a différents types de caractères. Comme chez l'humain, mais c'est la même chose avec les animaux. Puis c'est drôle, Eric, tantôt tu parlais de Mario Cyr, puis il parlait de ça, entre autres, dans son podcast avec les ours polaires. Il disait des fois un ours polaire que lui, il sait qu'il va pouvoir l'approcher, puis un autre qu'il va se faire manger. Là. Fait que peut-être pas dit ça de même, là, je paraphrase, mais puis tu sais, moi c'est drôle parce que j'ai photographié une famille de renards au printemps, puis il y avait un des adultes. Un moment donné, j'étais pas trop loin de la tanière. J'étais couché, puis un moment donné, je me suis reviré, puis il était à 10 pieds de moi en arrière, puis il était assis, puis il me regardait. Puis l'autre adulte, là, j'étais à l'autre bout, puis elle jappait, puis ça avait l'air d'être la femelle, là. J'ai cru l'avoir allaitée, mais elle était vraiment beaucoup plus craintive. Fait que, tu sais, encore là, il faut avoir une approche toujours prudente. On ne sait jamais
quel animal on a à faire, mais c'est ça, c'est difficile de savoir à l'avance quel animal va être enclin à être approché ou non. Il y a quelqu'un qui a écrit « Si on suit les traces vers la tanière, ça ne les dérangera pas. » Puis je trouve que c'est un bon point parce que souvent, on va suivre des pistes, mais on ne sait pas où la tanière en réalité. Ça se peut qu'on arrive presque au pied du trou. C'est moins dérangeant l'hiver que ce serait au printemps quand la femelle est en gestation où il y a des renardeaux. Là, c'est vraiment problématique. Fait que ça nous ramène au point que suivre l'hiver, c'est quand même une belle période pour le faire. Puis c'est moins dérangeant pour ces animaux-là qui ont une période de petits, je dirais, au printemps. Ouais. Puis tu sais, vas-y, Eric. Non, mais ça, par rapport à, juste pour compléter ce point-là, des fois, ça vaut la peine qu'une journée, tu avances jusqu'à un point, l'autre journée, tu avances jusqu'à un petit peu plus loin, l'autre journée, tu avances un petit peu plus loin encore. Fait que, puis tu notes les observations que tu fais, puis le feeling que tu as, puis si tu vois le renard, si tu vois l'animal comme tel, c'est bon pour n'importe quel animal, ça, en réalité. Mais après ça, tu es capable de voir si, OK, là, je suis dans sa bulle, faut que je m'en aille de là. Fait que, comme Justy dit, là, ils ont toutes leurs bulles. C'est ça qui est difficile, mais c'est ça qui est cool aussi pour nous, c'est que c'est jamais pareil. Ouais, exact. Puis tu sais, j'allais juste on parlait de la tanière tantôt, puis savoir si c'était dangereux pour eux. Puis, tu sais, j'ai fait quelques vidéos au printemps, justement, de mes rencontres avec les familles. Puis, il y en a qui me demandaient pourquoi je n'étais pas camouflé. J'allais vraiment leur faire peur, puis tout ça. Ça, les renards, c'est quand même une espèce qui s'adapte très bien à l'homme. Tu sais, il y en a dans les villes, il y en a... Puis, tu sais, c'est beaucoup en comparaison, je dirais, parce que, bon, les personnes qui commentaient, c'est des personnes qui étaient en Europe. En Europe, où le renard est traqué, considéré comme un nuisible. Fait qu'ici, on n'a pas cette pression de chasse-là. Fait que, de passer à côté d'une tanière, c'est sûr que c'est pas l'idéal. Là. On s'entend qu'on veut pas marcher dessus, puis c'est pas... mais quand même, ça risque quand même de pas avoir trop d'incidence si tu la piétines pas et tu restes pas là pendant 2 heures. C'est quand même pas si pire, là, si, ils nous tolèrent quand même bien, mais encore là, ça dépend des caractères. Il y en a qui vont prendre ça comme une menace, puis ils vont avoir changé de tanière. Les renards, souvent, vont entretenir même 2 ou 3 tanières. Puis ils vont même changer juste par sécurité, même s'il n'y a pas de menace. Des fois, ils vont même changer de tanière sans qu'il y ait de raison, juste pour être sûr que, justement, ils ne se font pas repérer par d'autres prédateurs comme le coyote. Voilà. Donc, c'est le fun, hein? On parle de renard, on voit que ça nous passionne les trois. On aime pas mal ça, je pense, les photographies. Ici, donc, je vois, c'est possible d'avoir les références de vos livres et tout ça. Là, on va, bon, là, avec le live, c'est un peu difficile, mais on va quand même prendre le temps de répondre aux commentaires, puis justement à ces questions-là. Là, par la suite, on va vous écrire directement textuellement. Donc ici, attendez un petit peu, là, je cherche... Il y a quelqu'un qui nous demande, Isabelle qui nous demande, avez-vous des astuces pour devenir matinal? Oh my God! Je sais pas, comment vous voyez ça, vous autres, le fait de se lever super tôt le matin pour aller faire de la photo? Comment ça se passe avec vous autres? Aïe, aïe. Moi, je suis tellement pas matinal que des fois, je dors tout simplement pas. C'est plus simple. Nice. Je dors le jour, puis je vis la nuit, puis je me réveille le matin, puis je me couche après. Mais non, c'est difficile pour vrai. Là. Des fois, 5 alarmes, là, t'es dans mon average aussi. Là, pas mal. Là. Ah non, mais c'est l'être discipliné. Là, en photographie de nature, la discipline, c'est quelque chose qui est pas facultatif. Là. Ouais. Bon, au moins l'hiver, on a une chance. Là. Le soleil se lève quand même vraiment plus tard. Fait que moi, ça, c'est un gros plus. Là, en plein été, des fois, les genres de 2-3 heures du matin, là, la nuit est courte. Puis c'est plus difficile, là, à moins d'avoir une grande source de motivation. Mais l'hiver, je trouve que ça se fait super bien. Puis même l'automne, là, un genre de 7 heures, 7h30 lever du soleil, ça, c'est parfait. Mais sinon, moi, je me couche tôt, honnêtement. Là. Des fois, quand je sais que le lendemain, je vais me réveiller tôt, j'essaie de dormir tôt si je suis capable. Puis ça m'aide. Là. T'es un sage. Mais c'est sûr, quand tu as la motivation, quand même, quand tu sais que tu vas faire de la photo, disons que c'est pas pareil que quand tu sais que tu t'en vas travailler au bureau. Il y a quand même cette espèce d'adrénaline-là. Puis, tu sais, c'est sûr que quand tu fais de la photo, bon, on parlait tantôt quand même, on se sert souvent du milieu de la journée pour, des fois, faire du repérage ou des trucs, mais ça reste quand même que
sais, quand tu fais de la photo pendant 200-250 jours par année dehors, tu essaies quand même de maximiser tes chances d'avoir de la belle lumière et tout ça. Fait que c'est ça, moi, quand je sors, mettons, très tôt le matin, bon, ça dépend de où je vais, mais tu sais, je reste pas non plus jusqu'à 4 heures du soir, tout dépendant où je suis. Mais tu sais, souvent, je vais rester, essayer de faire des photos les 2 premières heures de lumière, puis après ça, quand la lumière elle devient un peu plus laide, ben, je vais me reposer, je me recouche, je refais un peu de repérage dans le milieu de l'après-midi. C'est sûr, bon, ça dépend où je suis, mais tu sais, quand même, je reste pas non plus pendant 15 heures non-stop dehors. Ou tu sais, des fois, je sais pas, traîner un hamac, faire une petite sieste. Après ça, ça peut être pas pire. Ouais. À Malais, ici, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais j'étais avec mon ami Marc, puis on s'est croisés sur le sommet d'une montagne, puis tu sais, c'est tellement comique parce que cette nuit-là, nous, Marc et moi, on l'avait passé au complet à regarder les aurores boréales. Puis c'était malade, tu sais, un beau show, on avait regardé ça, puis on a parti pour monter la montagne à genre 1h30 du matin pour être en haut à comme 4 heures. On n'a toujours pas dormi, puis écoute, ici, on s'est croisés à quelle heure? À genre 7h45 du matin, quelque chose de même. On était en descendant déjà, c'était fini. Notre journée. Puis ici, il montait, puis on s'est croisés là, lui, il commençait, mais c'est ça. Il n'y a pas de bonne stratégie, il faut juste être là au bon moment. Non, exact. Ouais. C'est craqué, là. Exact. Il y a quelqu'un qui nous dit le café par intraveineuse. C'est bon. On avait quelqu'un qui nous demandait quel type d'objectif pour s'initier à la photo nature. Là, présentement, j'ai un objectif standard, mais quelque chose avec un peu plus de portée. Je ne sais pas si vous aviez peut-être des lignes là-dessus. Peut-être juste conseiller un peu ce que Nikon, en termes de matériel. Oui, ça semble être en Nikon, Eric. OK, on est en Nikon? Ouais, Nikon. OK. Ben, perso, la 70-300 de Nikon, moi, je l'ai utilisé quand même longtemps. Là. Je l'ai utilisé 1 an et demi. J'ai fait des belles photos avec ça. Mais tu sais, la 200-500, ça vaut la peine de mettre le... Tu sais, elle se trouve présentement là, dans l'usager là, à 1100, 1200. Je dirais qu'entre 0 et 4000 pièces dans le Nikon, là, c'est pas mal à 200-500. C'est vraiment la lens à aller. Là. Je la recommande beaucoup. Là. Nice. Ouais, 200. Nikon, je connais moins. Mais il semble avoir des bons modèles dans Sigma, celui que tu utilisais entre autres, Jérémy. Peut-être que c'est ça. Oui. Ouais, je pense que le monde va commencer à penser que je travaille pour Sigma, à force d'en parler. Là. Mais pour vrai, c'est vraiment, c'est petit, c'est léger, le Sigma 100-400, il a vraiment une belle qualité. Mais tu sais, c'est des objectifs quand même, tu sais, il est pas cher, mais tu sais, si je l'échappais à terre, là, je suis pas mal sûr que c'est pas mal fini. Là. Je suis pas mal sûr que c'est pas super bâti, super résistant, mais quand même, il y a une très bonne qualité. Puis 400 mm, tu sais, dans la plupart du temps, 400-500 mm, c'est pas mal le reach, là, le but à avoir. Tu sais, passer ça, c'est de faire avec la composition qu'on a, puis, ou de s'approcher, ou d'essayer d'autres choses, mais il y a tellement de phénomènes, la distorsion de chaleur, l'humidité, le mouvement de l'animal qui vient entrer en ligne de jeu. Là. Photographier à 1000-1500 mm, c'est pas facile là, quand même. Là. Fait que, je pense que 400 mm, c'est un bon gauge. Ouais, puis et ici, on avait une question qui nous parlait des fils polarisants. C'était utile. Là, ici, ça dit pour la nature. Donc, puis tu sais, j'ai vu, je ne me rappelle plus où, mais je l'ai vu passer cette question-là, entre autres pour la photo animalière. Là. Donc, c'est quelque chose que vous utilisez dans votre pratique de la photo nature? Pas moi. Non. Pas en photo animalière, en photo de paysage, j'ai des fils trendés là, pour certains trucs vraiment précis. C'est rare que je les sors, honnêtement, mais des fois, je le fais là, pour des conditions de coucher du soleil au grand angle. Mais sinon, non, malgré que j'en ai. Puis, en lien avec ça, si j'avais un conseil à donner, c'est que si vous achetez des fils polarisants, achetez-en des vraiment très, très bons. Là, ça vaut la peine de ne pas acheter celui qui va être comme 30-40$ parce que vous allez plus nuire à la qualité de votre photo que de l'améliorer, pour être franc. Là. Fait que si vous achetez des filtres et les utilisez, je pense que ça peut être bon, mais achetez-en des performants. Ouais, c'est dommage de mettre ça, de mettre un fond de bouteille devant un objectif qui
qui est bon, là, parce qu'on va perdre en qualité, en netteté, en couleur. Soit il va y avoir un gros color cast aussi dans le filtre. Là. Pour la photo animalière, je pense que c'est pas super pertinent. En plus que d'habitude, on photographie dans des conditions où la lumière est. Tu sais, c'est rare qu'on photographie à 100 ISO, là, disons. Fait que déjà, parce qu'avec un filtre polarisant, on perd 2 écrans de lumière, donc c'est sûr que c'est pas l'idéal. Mais en photo de paysage, moi, je te dirais que c'est pas mal toujours sur mon grand angle. Au pire, il sert pas. Au pire, il sert à quelque chose, pour enlever les réflexions sur les roches, voir en dedans de l'eau, assombrir un peu le ciel. C'est toujours pratique. C'est toujours bon à avoir dans sa poche. Mais comme tu disais, les filtres ND, par exemple, ça, c'est... pour ma photo de paysage, je pense que c'est quelque chose d'essentiel pour moi. Oui, c'est pratique. Puis il y a un conseil que je m'étais fait donner aussi quand j'avais commencé à apprendre par rapport aux filtres, c'est que les gens qui achètent des nouvelles lentilles achetaient automatiquement un filtre polarisant ou juste neutre qui allait aller avec pour que si jamais il égratignait la lentille ou autre, mais ça allait le filtre qui allait être égratigné et non la lens en tant que telle qui vaut souvent des milliers de dollars. Là. Je trouvais ça quand même pertinent. Je le fais pas, mais je trouvais que c'est quand même un bon conseil. Là. Ben moi, j'ai eu une méchante aventure avec un filtre protecteur. Là, quand j'ai acheté mon 500 PF, les téléphotos, bon, jusqu'à 100-400, habituellement, on peut visser un film, mais après ça, 500, 400, 600, d'habitude, il n'y a pas carrément de... Il n'y a rien, là. Il y a juste le verre en avant, la lentille avant. Puis bon, bref, fait que là, j'ai acheté le 500 PF, ça vaut 4700$. Bon, OK. Puis le pare-soleil, il est ça de long. Fait que là, tu sais, d'habitude, quand tu as un hood, ça de long, ben, c'est quand même plus sécuritaire s'il arrive de quoi. Fait que bref, je me suis dit, je vais acheter un filtre, tu sais, 105 mm, il coûte, c'est un Nikon, 250$, puis ça fait mal au portefeuille, mais je dis, bon, c'est moins pire que de... Puis bref, j'ai tellement perdu de qualité avec ce filtre-là, là, c'était hallucinant. Puis tu sais, pourtant, c'est un Nikon sur un Nikon. J'ai essayé avec un ProMaster, puis la même affaire, je sais pas, parce que c'est une technologie de lentille Fresnel à l'intérieur, c'est relativement nouveau. Mais écoute, ça faisait vraiment en sorte que la photo était presque inutilisable. Puis surtout quand tu sais la netteté que tu aurais pu avoir. Là. Wow. Puis tu sais, puis là, j'ai fait une vidéo sur YouTube là-dessus, puis le nombre de monde qui m'ont commenté, qui m'ont dit je l'ai enlevé, puis j'ai comme découvert un nouvel objectif tellement c'est plus net qu'avant. Fait que tu sais, je sais pas si c'est tous les fils, si c'est juste des fois des matchs entre... je sais pas exactement là, qu'est-ce qui a pu se passer, parce que tu sais, il y en a... Je connais du monde qui en utilise et ils n'ont jamais eu de problème. Fait que c'est un peu bizarre, mais bref, c'est à faire attention, je pense, à ce niveau-là. Même chose pour moi. C'est une anecdote personnelle. Enlevé sur 70-200, je l'avais enlevé complètement. Là. C'était comme, on dirait qu'il y avait un flou de chaleur tout le temps. C'était vraiment bizarre. Mais des fois, c'est ça. Des fois, il y a des color casts. On va voir des teintes apparaître dans les photos. Il y a quelqu'un ici qui nous parle du... ben là, c'est Jonathan qui nous parle du Nikon, là, mais que pensez-vous des téléconvertisseurs 1.4 de Nikon ou Canon? Moi, j'utilise le 1.4 régulièrement. Là, autant sur souvent sur ma 500, des fois sur ma 300, mais peu. Mais sur ma 500, là, c'est un must. Là, puis ça fonctionne bien. Là. Moi, je vois quasiment pas de différence au niveau de la rapidité du focus. Non, vraiment, là, 1.4. Mais j'ai essayé 1.7, j'ai vu une différence. Puis 2, j'ai vu une grosse différence là, au niveau de la netteté, de la vitesse du focus. Là. Le doubleur, c'est fou, hein, mais je l'ai essayé sur mon 400, c'est pas si pire, là, mais quand même, doubleur, disons qu'on essaie d'éviter la chose. Puis ceux que, peut-être, je sais pas s'il y a du monde qui ne savent pas c'est quoi, là, mais les téléconvertisseurs, en fait, c'est une petite pièce environ ça d'eau. Donc, c'est une optique. C'est vraiment comme un objectif, mais on va mettre ça entre l'objectif et le boîtier. Ça permet d'allonger la focale, donc de multiplier la focale par soit 1.4, 1.7. Et donc, on va perdre en luminosité, mais ça permet d'aller chercher plus loin. Toi, JC, utilises-tu... J'avais un doubleur avant, puis je l'ai plus parce que je m'en servais presque jamais, là, à part pour des sujets qui étaient statiques, qui étaient probablement en plein après-midi parce que ça réduit de beaucoup la lumière quand même. Là. Moi, je tombais à F11, je pense, quasiment tout le temps. Là. Fait que là, ça marchait comme pas. Malgré que j'avais pas l'impression de perdre en netteté tant que ça, ce qui était cool, mais c'est vraiment au niveau de la rapidité d'exécution. Je veux dire, pour les animaux, ça marche pas. Puis là, j'ai pas d'un 1.4, mais j'en utiliserais un si j'en avais un parce que ça semble vraiment pratique.
Malgré qu'avec 400 mm de reach, moi, j'ai jamais vraiment eu trop de problèmes. Nice. Puis on va répondre rapide à la question aussi. J'ai le 1.4 que j'utilise fréquemment là, pour les mêmes raisons. J'ai vu peut-être une petite dernière question. Là. Il y a 2-3 commentaires à propos de ça qui nous parlent de post-production. Quel logiciel on utilise? La suite Adobe, moi, dans mon cas, je pense que c'est comme un... Perso, je trouve que c'est un outil essentiel. Là. Ouais. Il pourrait me charger 45$ par mois, je le paierais quand même parce que je m'en sers à tous les jours. Ouais. Puis c'est vraiment performant. La plupart du temps, je fais comme ma sélection de photos dans Adobe Bridge. Après ça, je mets ça dans Lightroom. Puis si j'ai vraiment des retouches précises à faire, je vais le faire dans Photoshop. Mais Lightroom, moi, fait 95% du travail. Oui, idem. Lightroom ou le filtre Camera Raw là, dans Photoshop, là, qui est... c'est 100% des images passent par là. Définitivement. Ouais. Même ici, Lightroom, Photoshop. Puis j'utilise les plugins Nik Collection, Topaz. Denoise de Topaz pour le bruit et un peu le contraste aussi, mais disons que le gros de la job se fait dans Lightroom et Photoshop. Hey, ça a été vraiment super. Belle conversation. Je suis vraiment content. Je pense qu'on a eu des beaux commentaires, beaucoup d'interactions au niveau de l'échange sur le chat, sur le live. Puis c'était vraiment cool, les gars. C'est une belle rencontre. Je pense qu'on se dit ça à chaque fois, mais je pense que c'est une de nos meilleures. On ne pourra plus arrêter, là. On va continuer. Non, c'est ça, exact. C'est ça. Fait que dans le fond, ça ferait pas mal le tour de notre rencontre. Bon, tout le monde à la maison, on vous invite bien évidemment à aller voir nos réseaux sociaux. Puis bon, c'est sûr que si vous êtes déjà là, il y a des bons risques que vous soyez abonnés, mais quand même, allez voir nos web stores puis tout ça. Si jamais vous cherchez des décorations, des trucs à afficher chez vous, on vend tous des photographies. Et bref, j'ai bien hâte de voir vos prochaines photos, les gars, vos prochaines aventures. Puis bon, c'est sûr qu'on va remettre ça si vous le voulez bien. Absolument. Ça serait super cool. Bon, merci à tous. Puis on se voit la prochaine. Yes. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Bye. Merci beaucoup. Bye.